Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous tous et vous toutes allez bien. Merci d'être présent devant cette vidéo. Pardonnez-moi, je ne mets pas de générique, je ne sais pas comment faire un montage. Je suis un petit peu une chaîne brutale, enfin brute. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de... Écoutez, je ne sais pas faire de montage. À mon âge, c'est difficile d'apprendre tout ça. J'ai essayé, mais c'est difficile. Voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que ma foi, chez vous, ça va bien, que tout se passe pour le mieux, etc., etc., etc. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de mettre un pouce, et puis voilà, activer la clochette, etc. À votre convenance, chers amis. Alors, nous continuons notre histoire, à savoir, nous poursuivons l'histoire des rois de l'Hexagone, les rois mérovingiens. Aujourd'hui, c'est Clovis, le deuxième, Clovis II. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Clovis II? Et la présentation n'est pas très longue. Je tiens à vous le dire tout de suite. D'ailleurs, toute cette partie-là des Mérovingiens, il n'y a pas grand-chose. Alors, là, je vous présente un monogramme du roi Clodovicus, selon Eil Rosens et Arsène Goebbels, tiens, c'est étrange, d'après un anneau sigillaire du 7e siècle, pour Patrick Perrin et Helmut Asma. Le monogramme est en fait celui de sa mère. Bon, c'est pas très clair tout ça, hein. Puis c'est pas très beau. Enfin, c'est de l'époque, hein. Alors, son parcours de roi, donc titre roi des Francs, de Neustrie et de Burgonde, 16 janvier 639, 31 octobre 657, 18 ans, 9 mois et 12 jours, prédécesseur d'Agobert Ier et successeur Clotaire III. Bon. Oh, oui, d'accord. Titre complet donc, roi des Francs de Neustrie de Burgondie, pardon, dynastie mérovingienne, date de naissance 635, date de décès 31 octobre 657, nature du décès, maladie, bon, c'est pas de quoi, hein. Sépulture, basilique de Paris et de Saint-Denis, père d'Agobert Ier, donc mère Nantilde. Fratrie Sigibert III, conjoint Bathilde apparemment, voilà Bathilde, la reine Bathilde, enfant Clotaire III, Chilpéric II et Thierry III. Religion catholicisme, résidence Clichy. Catholicisme, bon, pourquoi pas, c'est possible, hein. Mais comme je vous l'ai dit, les rois mérovingiens, certains d'entre eux, peut-être la plupart, j'en sais rien, je sais pas trop, parce que bon, j'ai pas de détails. Je pense que certains d'entre eux, beaucoup peut-être, se sont fait baptiser, mais pour la plupart de ceux qui étaient baptisés, je pense qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, dans leur cœur, cette foi primordiale, hein. Vous la connaissez, on en a parlé, voilà, etc., etc., etc. Voilà sa signature. Oui, regardez. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce roi Clovis II? Il accède au trône à la mort de son père, donc d'Agobert Ier en 639. Il a 4 ans, et sa mère Nantilde assure la régence jusqu'à sa mort. En 642, la suite du règne de Clovis II se déroule sous l'influence des maires du palais de Neustrie, Égard, d'accord, Égard et... D'accord, et alors là, le nom est Archinoalda ou Archambault, c'est plus joli. La résidence royale est alors à Clichy.
En 649, Clovis II prend pour épouse une esclave anglo-saxonne nommée Bathilde. 626-680, achetée à York par le maire du palais, Erchinoald. Elle est emmenée dans le royaume des Francs, en Gaule, pour épouser Clovis II. 3 fils naissent de cette union. Clotaire III, 682-673, qui succède à son père comme roi de Neustrie et de Bourgogne. 657-673, Childéric. 653-675, qui devient roi d'Austrasie à la mort de Childebert l'Adopté. 662-673, puis roi de tous les Francs à la mort de son frère aîné Clotaire III. 673-675. Thierry III, 654-691, qui devient roi de Neustrie et de Bourgogne à la mort de son frère Clotaire III en 673. Son frère aîné Childéric II le détrône peu après. Il redevient roi de Neustrie et de Bourgogne à la mort de Childéric II, 675-679. Puis roi de tous les Francs à la mort de son cousin Dagobert II, 679-691. En 651, et cependant, en temps de famine, la demande de prendre dans l'Église l'argent présent dans les coffrets et les chasses des martyrs, Saint-Denis rustique et Eleuthère, c'est quoi ça? Et Eleuthère pour ensuite les redistribuer aux plus pauvres de son royaume. Ça, je ne sais pas ce que c'est ça. Ouais, enfin bon. Oui, il n'y a pas de source, hein, vous voyez, c'est des écrits, des rapports que Wikipédia font sans avoir aucune source. Quand on est... Bon, j'appelle pas ça de l'histoire, hein. Personnellement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est vraiment pas très sérieux. En 655, il va dans l'église des Saints-Martyrs comme pour prier. Bon, tout ça, ça me paraît... Alors, le gisant de Clovis II, premier plan. Et ah ben oui, ça on l'a vu déjà. Ben, je l'ai vu ça. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui sonne faux. Il y a quelque chose qui va pas. Il est inhumé à Saint-Denis, auprès de son père Dagobert Ier. Son tombeau est l'une des 16 sépultures que Louis IX fit rechercher. D'accord, bon, légende. Selon la légende des énervés de Jumièges, deux fils de Clovis II se seraient révoltés contre leur... Mais je n'ai pas lu ça déjà. Oh, je commence à me poser des questions. Est-ce que je perds la tête? Ben non, pourtant. Non, je ne l'ai pas lu, excusez-moi, chers amis, je croyais. Alors, la légende, selon la légende des énervés de Jumièges, deux fils de Clovis II se seraient révoltés contre leur père durant un pèlerinage de ce dernier en Terre Sainte. À son retour, Clovis II les aurait vaincus et aurait fait brûler les nerfs de leurs jambes. Bon, les deux frères seraient alors entrés en religion à l'abbaye de Jumièges, qui aurait été... Bon, qu'est-ce que c'est que ça, Jumièges, c'est où ça? Alors, c'est où ça? En Seine-Maritime, qui aurait été pour cette raison richement doté par Clovis et Bathilde. Cette légende est dénuée de tout fondement historique. En effet, Clovis II n'est jamais parti en Terre Sainte. De plus, il est mort à un âge où ses fils étaient trop jeunes pour se dresser contre lui. Bon, bref, pour vous dire que l'histoire n'est pas sérieuse, vous voyez, je n'invente rien, hein.
Alors les sources, c'est qui ça? Chapitre 1 de la continuation de la chronique de Frédéguer, il se file là-dessus. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Le brevet de Frédéguer, qu'est-ce que ça vaut cet ouvrage? On désigne conventionnellement sous le nom de chronique de Frédéguer ou pseudo-Frédéguer, oui, une compilation historiographique constituée en plusieurs étapes dans la Gaule du Haut Moyen-Âge, relevant du genre des chroniques universelles et relatant les événements depuis la création du monde, d'accord, jusqu'au 9 octobre 1688 pour jour de l'avènement de Charlemagne et de son frère Carloman dans la version la plus longue. Oui, bon, c'est ce que je vous dis, c'est les chrétiens, les religieux, le clergé qui ont... Ouais, bon. Oui, ils ne savaient même pas s'il existait. Alors, c'est vous dire, hein, non, et tout ça, c'est pas du travail sérieux, voyez-vous, de ces historiens comme... bon, je ne sais pas si Grégoire de Tours en fait partie, de ceux qui ont... Mais bon, en tout cas, ceux qui ont fait ces écrits, c'est pas très sérieux, quoi. Voilà. Tout ça, c'est pas sérieux. Alors la source, donc Clovis, fils de Dagobert, prit pour reine une femme de naissance étrangère nommée Bathilde, femme avisée et distinguée, dont il eut 3 fils, Clotaire, Childéric et Thierry. Il avait comme maire du palais un homme énergique et sage nommé Erchinoald. Aussi Clovis II maintint-il dans son royaume une paix sans guerre. Dans les dernières années de sa vie, toutefois, il perdit la raison et rendit l'âme après avoir régné 18 ans. Les Francs aussi placent sur le trône son fils aîné Clotaire, aux côtés de sa mère, la reine mentionnée ci-dessus. Bon, voilà. Clotaire II dans l'arbre, bon voilà, hein. Je sais pas si c'est lui. Si, Clovis II, c'est lui apparemment, oui. Oui. Un homme très pieux, hein, comme vous le voyez. Oui. Bon. Voilà, chers amis, après il y a les sources, il y a les notes, bon, les sources d'époque, c'est par qui? Ça traduit par François Guizot et Romain Fougère. L'histoire de France, Clermont-Ferrand, 2004, d'accord. Frédéguer, bon, on vient de le voir, hein. Aude de Villiers et J. Meyer, chronique des temps mérovingiens, Brépol. Ouais, bon. Généalogie des mérovingiens, bon. Faux mérovingiens, ah, d'accord. C'est pas mal. Bon, ben voilà, chers amis, on a fait le tour. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, c'est une... comment dire... Clovis II, voilà. C'est très très court, chers amis, je vous l'avais dit, hein, je vous ai pas menti. Donc nous n'avons pas de quoi nous régaler, si je peux me permettre cette expression. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis. On a des sources qui sont pas très sérieuses apparemment, alors qu'il existe peut-être, je ne sais pas, il existe des historiens qui en parlent peut-être avec un peu plus de précision, plus de moyens à leur disposition, je ne sais pas. Enfin, des historiens qui peut-être ne sont plus de ce monde, hein. Mais en tout cas, il y a peut-être des contemporains qu'il faut chercher, quoi. Je vais essayer de chercher la prochaine fois parce que là, ça me pose un problème.
Je suis pas tellement... Je vais peut-être le faire devant vous, chers amis. On va voir ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Histoire... La période... Mais... Oh, alors, Wikipédia, mais c'est quand même étonnant, source historique mérovingienne, Gallica. Alors Gallica, peut-être que oui, c'est peut-être sérieux, je ne sais pas. Nous allons voir quels sont les historiens. Bon, ben, quand ils veulent, hein. Ouais, d'accord, la page n'existe pas. Oh, décidément. Ouais, d'accord, bon. Le temps mérovingien, les temps mérovingiens, histoire. Là, je vais pas trouver de page non plus, peut-être. Ah, quand même. Alors, le pouvoir mérovingien et ses manifestations, romains et barbares, le guide avant la conquête, Franck. Voilà, vous voyez, romains ou barbares. Alors, barbares, entendez par là, comment dire, les Celtes, hein. Vous voyez, pour eux, c'est des barbares. Source historique mérovingienne. Alors, on va voir un peu la source historique. Qu'est-ce que nous avons? Historia Auguste, Jules Chenu, Grégor de Tours, voilà. Voilà, je m'en doutais que j'allais trouver ça, évidemment. Fred Guerre, chronique. Alors là, comme je vous l'ai dit, ça semble peu probable. Liber Historiae Francorum. Oui, bon, Grégor de Tours, toujours. Hein. Godefroy Kurt, Histoire poétique des Mérovingiens. 1893, vous voyez, déjà, alors je ne connais pas ces historiens. Et moi de Fleury de Gestis, d'accord. François Othman, la Gaule Françoise, oui, ça c'est écrit en ancien, donc je comprends. Grande chronique de France. Marc Bloch, observation sur la conquête de la Gaule romaine par les rois francs. Gabriel Daniel, Histoire de France. Histoire critique des règnes de Childérich. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, la monarchie, etc. Ça paraît plus sérieux, ma foi. France, Angleterre. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis. Bon, j'irai fouiller ça à l'occasion. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Monnaie mérovingienne. Alors, c'est intéressant de voir les monnaies, effectivement, pour voir un petit peu quels sont les caractères. Vous voyez, c'est pas des signes très chrétiens, tout ça, hein, chers amis. Il y en a, oui. Bon, là, c'est un type un peu romain. Vous voyez, c'est pas ce que montre, c'est pas tout à fait ce que montre, comment il s'appelle, Wikipédia, vous voyez, manuscrit mérovingien. Ça, je sais pas ce que c'est. En latin, bien sûr. Alors, moi, je lis pas le latin, évidemment. Hein.
Alors pourquoi en latin? Parce que c'est sûrement le clergé qui ont dû écrire, voilà, Grégoire de Tours, entre autres. Donc c'est pas, je ne crois pas que les Gaulois écrivaient le latin. Le latin, c'est venu après la conquête de Rome. Oui, là je veux bien, d'accord. Peut-être que les Francs, les rois écrivaient un peu le latin, c'est possible, ou leur écrivain, hein. Mais j'ai des doutes quand même, vous voyez. J'ai des doutes, hein. Une culture chrétienne. Là, chers amis, je pense que, voilà, vie de Saint-Éloi, bon, je vois pas trop le rapport, les pratiques funéraires, l'archéologie permet de mieux connaître les pratiques funéraires à l'époque mérovingienne avec l'arrivée des populations franques. On assiste à la diffusion de certaines pratiques ignorées par les Gallo-Romains. Bon, passons. La disposition ordonnée des sépultures et de dépôts d'objets précieux tels que bijoux, céramiques, verreries et équipements militaires. Ça, c'est pas très chrétien, hein. Les nécropoles mérovingiennes offrent un panorama particulièrement riche et contrasté car les pratiques funéraires présentent des différences régionales bien marquées, inhumation, habillés, dépôts d'objets, préceptes chrétiens. Ouais, bon, ça. Disque de limon, patène, d'accord. Calice, oui, bon. Micelle de Bobbio. Ouais, bon. Tout ça, c'est pas. Ça me paraît pas très. Je suis pas très certain que c'était des gens très chrétiens, enfin les rois. Bon, la persistance de la romanité en Gaule franque. Le pouvoir mérovingien et ses manifestations. On va finir avec ça, chers amis, pour voir un petit peu ce qui se dit sur le pouvoir des Mérovingiens. Alors, Grégoire de Tours encore. Frais des guerres, bon. Venance Fortuna, bon. Trône de Dagobert, ça on a vu. Le vilain Léon de la Formule, d'accord. Monnaie mérovingienne, ça on l'a vu. Monnaie. Bah, bon, ça n'a plus rien à voir avec. Voilà. Bon, je sais pas, c'est pas très. C'est à garder, mais sans plus, hein, vous savez. Il y a Gallica qui font ça, mais Gallica, bon, ils gardent l'Empire mérovingien, 8e, 5e, 8e siècle. Bruno Doménil, oui. Alors, Dumézil, pas Duménil, mais Dumézil, j'ai plus confiance. Oui, ça me paraît, il me semble être un historien sérieux. Oui, alors là, d'accord, vous voyez. Alors, on va un petit peu voir des temps mérovingiens. Ne surnage aujourd'hui que quelques images d'Épinal. Voilà, le vase de Soissons, la culotte du bon roi d'Agobert. Syrienne ne prédispose les rois des Francs à diriger un vaste territoire en Europe. Il y eut pourtant une dynastie qui occupa le trône 3 siècles durant, plus que tout autre à l'exception des Capétiens. Comment les Mérovingiens parvinrent-ils à un tel succès? Pour comprendre de la création de cet empire informe en fait, bon d'accord. Bon, on peut pas lire la suite hein, parce que il faut acheter le livre, voilà. Oui, j'ai plus confiance en Dumézil, voilà, ben je l'ai mis. Ok, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Mérovingiens, peut-être là, oui, il faudrait voir ça. Bon, chers amis, je vais pas continuer, je vais chercher de mon côté, je vais vous laisser. Je reviens à l'accueil, voilà. Bon, parce que ce serait un peu long. Mais ça vaut la peine de chercher, vous voyez, de fouiller, parce que
L'histoire officielle, même Gallica, vous voyez, Gallica, les universités, enfin bon, Gallica, c'est la BNF, hein, la Bibliothèque nationale de France, ou dite la Bibliothèque François Mitterrand pour les Parisiens et pour tous ceux qui l'entendent en ce sens. Mais c'est la Bibliothèque nationale de France. Voilà, chers amis, on a enlevé France pour mettre François Mitterrand. Bon, pourquoi pas? C'est vrai que François Mitterrand était un homme très érudit, très intelligent, vraiment en avance sur beaucoup de son temps, je dirais. Hein. Là, je ne parle pas de l'homme politique. Hein. Je n'appréciais pas sa politique. Je ne vous le cache pas. Sa politique, moi, c'est pas du tout. Et pourtant, j'avais cru à un moment, quand j'étais beaucoup plus jeune, que c'était quelqu'un. Parce il a un peu le geste, comme le colonel de Gaulle. Vous voyez, il a un côté. Il sait s'imposer. Il a des gestes courts, on va dire, assez élégants, il faut le dire. Et donc, il présente une certaine confiance, puisque François Mitterrand n'a jamais été vraiment socialiste, hein, autant vous dire. Il s'est servi des socialistes, oui, mais il n'a jamais été vraiment socialiste. C'est un homme qui était vraiment de droite, même certains diraient aujourd'hui d'extrême droite, puisqu'il a été décoré par le maréchal Pétain. Bon, ça, c'est une autre affaire. On ne va pas rentrer dans ce débat. Mais ce que je veux dire, c'est que on en a parlé déjà quand on avait fait la liste des dirigeants de l'Hexagone. Hein, on ne va pas revenir dessus. Mais ce que je veux vous dire pour finir, chers amis, c'est que cet homme-là, comme d'ailleurs le dernier des trois, Jean-Marie Le Pen, hein, qui vient de mourir, eh bien, avec le colonel de Gaulle, ce sont les trois hommes politiques qui ont marqué leur temps, on va dire le XXe siècle, dans l'élégance, l'éloquence de la langue française. Ben oui, chers amis de YouTube, tant pis, hein, mais il faut appeler un chat, un voleur, un Rollin. Voilà, c'est tout. Voilà mes amis, j'espère que pour vous, vous avez apprécié cette vidéo. Et que, ma foi, bah, écoutez, vous trouverez votre bonheur à suivre, à regarder les autres vidéos que je vais mettre, que je mettrai en filigrane, parce que, évidemment, sinon, voilà. Bon, écoutez, soyez heureux, chers amis, en famille, avec vos amis, soyez indulgents, bienveillants, soyez remplis d'empathie, d'amour les uns pour les autres, et puis on se dit à très bientôt. Ciao, salut.